Bonjour et bienvenue dans Space. De nos jours, le secteur spatial est partout autour de nous. Son volet scientifique prend forme dans des installations high-tech comme celle-ci. Mais en réalité, l'histoire européenne de l'espace, c'est un demi-siècle de succès et d'échecs. Avant de revenir sur cette épopée, démarrons par quelques infos en provenance de l'univers. Nouvelle étape pour la mission Osiris-Rex. La NASA a donné son accord pour la construction d'un véhicule qui ira collecter des échantillons sur un astéroïde. Première livraison sur Terre d'ici 2023. Images reçues. Ce sont les premières vidéos en léger différé transmises par la caméra HD que l'entreprise canadienne Earthcast a installée sur la Station spatiale internationale. Passons au thème central de cette édition. Les premiers pas de l'Europe dans l'espace remontent au début des années 60, en pleine guerre froide. Il y a 50 ans, la course à l'espace n'en est qu'à ses débuts. Spoutnik devient le premier satellite artificiel placé en orbite, puis Yuri Gagarin, le premier homme à effectuer un vol spatial, sur fond de compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique. Le monde était dans une situation fragile, extrêmement dangereuse. La rivalité entre les deux superpuissances était probablement à son comble au début des années 60, en particulier pendant la crise des missiles à Cuba. J'étais jeune et à l'époque je me suis dit que c'était la fin du monde, c'est ce que beaucoup ont pensé alors. C'est dans ce contexte de tension que deux physiciens européens, l'italien Edoardo Amaldi et le français Pierre Auger, se démarquent. Pour eux, les fusées et les satellites n'ont qu'un but, faire progresser la science. Les pays qui ont fait l'Europe spatiale, ce sont les pays qui, 20 ans auparavant, étaient en guerre. Une guerre féroce. Les pays européens en guerre se sont rassemblés et ont décidé d'utiliser un langage qui ne pouvait pas les faire se battre entre eux. C'était le langage de la science. Sous la direction d'Edoardo Amaldi et de Pierre Auger, l'Europe se lance elle aussi dans l'aventure spatiale en fondant deux organisations, l'une pour les fusées, ELDO, et l'autre pour la science, ESRO. C'est alors le temps des budgets limités, des déboires du lanceur Europa et des dissensions entre partenaires comme la Grande-Bretagne et la France. À la fin des années 60, ils se sont dit qu'ils devaient vraiment commencer à fusionner les deux organisations. Mais cela s'est fait par à-coups et en 1973, une réunion très tendue a abouti à un programme qui devait être la base de cette nouvelle organisation unique et qui affirmait que la recherche scientifique était un volet obligatoire. Obligatoire non pas parce que les gens aimaient la science, mais précisément parce qu'ils ne voulaient pas la financer. Cette obligation de financer la recherche au sein de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a été considérée plus tard comme une réussite, dans la mesure où elle a encouragé l'essor du secteur. Mais à cette époque, c'est la mise au point d'une fusée européenne qui capte toute l'attention. Les Allemands étaient contre le développement d'Ariane. Les Britanniques y étaient extrêmement hostiles. Et ce sont les Français qui ont dit « on va le faire ». Et franchement, c'est grâce au gaullisme français et parce que les Français soupçonnaient les États-Unis d'avoir des arrière-pensées stratégiques qu'ils ont lancé les choses. Et c'est sans nul doute la plus grande réussite de l'effort spatial européen. Ariane 1 prend son premier envol en 1979. Et même si elle a été conçue pour être utile au secteur émergent des télécommunications, elle embarque à son bord des missions scientifiques. L'un des moments marquants de l'époque, c'est le survol de la comète de Halley par la sonde Giotto en 1986. Je travaille dans le domaine spatial depuis plus de 40 ans, depuis l'université. Mais mon souvenir le plus vif reste la nuit où Giotto a rencontré la comète de Halley. Il y avait beaucoup d'adrénaline et même pendant toute la nuit parce que la sonde devait fonctionner et elle a très bien fonctionné. Mais au plus près de la comète, l'engin a été heurté, a basculé et nous avons perdu le contact. La communication a été rétablie 20 minutes plus tard. C'était juste formidable, on ne pouvait pas faire grand-chose, mais c'était formidable de voir que ça fonctionnait, d'avoir le sentiment avec les collègues et tous ceux qui se trouvaient à l'ESOC de vivre un événement vraiment énorme. Mais 10 ans plus tard, en 1996, le parcours spatial de l'Europe est brusquement stoppé. La nouvelle Ariane 5 s'arrache de son pas de tir pour la première fois, à son bord les coûteux satellites scientifiques Cluster. 40 secondes plus tard, elle explose dans les airs.
Et je n'oublierai jamais dans ma vie de voir ces espèces de géants qui étaient les chefs de projet, des vrais géants, des types énormes, costauds, vraiment des chefs, qui pleuraient dans un petit hangar derrière le centre de contrôle de la fusée. Je me suis juré que nous relancerions la mission Cluster, et c'est ce que j'ai fait. La mission Cluster se poursuit encore aujourd'hui. Autre jalon posé par l'ESA dans l'histoire scientifique, la mission Huygens menée en collaboration avec la NASA. C'est en 2005 que cette sonde appelée Huygens se pose sur Titan, le satellite le plus important de Saturne. Quand Huygens s'est posé sur Titan, c'était un résultat extraordinaire, mais je dirais aussi que c'était très angoissant de l'amener là-bas. C'est le plus lointain atterrissage fait par l'homme dans toute son histoire. Sur Terre, les avancées scientifiques ne peuvent échapper aux contingences politiques. Et ici aussi, l'argent est au cœur des tractations. Il faut noter que l'ESA établit un principe de juste contrepartie. Quand un pays donne des fonds, son secteur spatial engrange des contrats pour un montant équivalent, ce qui ne va pas sans poser quelques difficultés. Ce principe a obligé les grands pays, comme la France et l'Allemagne, qui pourraient faire les choses plus rapidement, peut-être plus efficacement et pour moins d'argent, à construire d'importants consortiums dans lesquels ils doivent céder, par exemple, à un pays qui a financé 5% d'un programme, 5% des contrats high-tech. C'est délicat à gérer. Une gestion complexe qui pourtant aboutit à des résultats indéniables. Aujourd'hui, Mars Express est encore en cours, Vénus Express aussi, et Rosetta est très proche de la comète. L'Europe de la science, c'est l'Europe qui marche, et l'Europe de l'espace, c'est une des plus spectaculaires composantes de cette Europe qui marche. Et après 50 ans d'histoire, l'Odyssée européenne de l'espace conserve un même objectif, repousser plus loin les limites de la connaissance. Et l'une des missions qui s'inscrit dans cette quête, c'est Rosetta. L'engin se situe actuellement à 4 millions de kilomètres de la comète, mais la distance s'amenuise vite. Précédemment, dans Chasseurs de comètes, les scientifiques ont réchauffé les instruments de Rosetta. Aujourd'hui, au sein de l'ESA aux Pays-Bas, Matt Taylor et Fred Janssen programment les travaux scientifiques. On prévoit les choses sur le long terme. On détermine ce qu'on va faire quand on aura atteint la comète. Cette année, on cherche à trouver le meilleur site où l'atterrisseur pourra se poser. Ce qui est très excitant, c'est évidemment la comète cible. On ne la connaît pas du tout, donc tout ce qu'on prépare au moindre caprice de la comète, on pourrait devoir le jeter à la poubelle. Je me suis fait un tatouage inspiré d'une précédente mission, donc c'est clair que je devais en avoir un sur Rosetta. Voici la bête. Salut Rosetta, c'est bien, tu es sorti de ton hibernation, mais c'est fini la sieste, maintenant il faut passer à l'action. C'est parti pour la science. Dans notre prochain Space, on remonte le temps jusqu'à nos origines avec une édition consacrée au Big Bang. À bientôt.